Merci à vous d'être aujourd'hui présents, cette tempête de neige. Aujourd'hui, c'est un lunch and learn sur les ententes de confiance IA. Donc, vous allez avoir Jean-Nicolas Delage, notre avocat, qui va vous présenter les grandes lignes des ententes. Donc, pour ceux qui sont présents, si vous avez des questions, dites-nous. On a le micro sans fil pour poser les questions, avec fil, pardon, pour poser les questions. Et puis, autrement, pour ceux qui verront ce webinaire a posteriori, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter si elles ne sont pas répondues aujourd'hui. Puis je laisse la parole à Jean-Nicolas. Merci. Bien, merci beaucoup, Alice. Bonjour à tous ceux qui effectivement ont bravé la tempête et à ceux qui sont présents virtuellement également. Jean-Nicolas Delage, associé chez Osler, avec Sarah Couture, que je mets sur le spot parce qu'elle est en train de manger. Je suis associé dans le groupe qu'on appelle Société émergente à forte croissance chez Osler. Donc, on supporte les startups à travers tous leurs stades de croissance. Je suis content de voir d'ailleurs qu'on a une startup parmi nous aujourd'hui. Un autre pan de ma pratique est accompagner les consortiums de recherche, entre autres le consortium aérospatial du Québec, le CRIAC, dont je suis un des avocats externes depuis près de 20 ans maintenant parce que voulez-vous? Ça fait plus de 30 ans que je pratique. Don't know if it's a good thing or a bad thing, it is what it is. Aujourd'hui, donc, ensemble, on va faire le tour des ententes de confiance IA. Un des objectifs, c'est un peu enlever de la friction lorsque vous recevez les ententes en lien avec les activités du consortium. Puis peut-être répondre par anticipation à certaines questions que vous pourriez avoir à ce moment-là. Et donc, voilà, on va peut-être pouvoir signer des ententes plus facilement s'il y a une meilleure compréhension initiale des ententes. J'espère que ça n'engendrera pas une mauvaise compréhension, mais bien une meilleure compréhension. Alors, quand on parle des ententes de confiance IA, essentiellement, on parle de 3 ententes. On parle d'une convention de non-divulgation par appui, on parle d'une entente de participation et on parle d'une entente de projet pré-compétitif. La première entente que vous devriez avoir à signer est la convention de non-divulgation par appui. Un des intérêts, donc c'est une entente de confidentialité relativement simple pour qu'on puisse partager ensemble des informations confidentielles, notamment des informations technologiques en lien avec des activités du consortium. Mais comme il n'y a pas encore d'entente de projet signée, comme vous n'êtes pas encore nécessairement des membres en règle, on veut avoir des règles de confidentialité assez tôt dans le processus, notamment pour protéger les secrets de commerce des partenaires industriels et tout ça. Et donc, on fait signer ce document-là en premier. Et tous les membres sont signataires de l'entente, donc c'est vraiment parapluie, on peut s'échanger des informations en toute quiétude. Bon, l'entente de participation. La première chose que je dois vous dire, Confiance IA n'est pas un consortium de recherche incorporé. C'est ni une compagnie au sens de ce que vous connaissez, ni un organisme à but non lucratif sujet à une loi corporative quelconque avec des membres, avec un conseil d'administration. Alors, toute la gouvernance, elle est gérée contractuellement. Le MEIE, dans sa sagesse, avait décidé d'octroyer les fonds de la subvention en lien avec Confiance IA à une entité existante qui est le CRIM, où nous sommes aujourd'hui. Merci de nous accueillir. Et donc, la gouvernance, elle est gérée contractuellement. J'ai mis à l'écran, juste pour vous donner une idée, tous les chapitres du contrat de participation qui va venir gérer la gouvernance du consortium. On n'entrera pas dans tous les détails, mais ça vous donne une idée de ce qui est couvert. Donc, on va parler du fonctionnement, on va parler de la confidentialité, de la reddition de comptes en lien notamment aux subventions gouvernementales obtenues. On a des obligations de donner certaines données au gouvernement. Et donc, c'est notre reddition de comptes envers
les fonds publics. On a un chapitre sur les engagements des partenaires industriels, on a un chapitre sur le développement d'outils, de méthodes et de processus, plus particulièrement la propriété intellectuelle qui va être engendrée dans le cadre des activités du consortium, la promotion des activités du consortium, je reviens sur la propriété intellectuelle, les licences octroyées aux fiduciaires, les entrées tardives, les retraits du consortium, la durée de l'entente de participation, indemnisation, blablabla, bla, 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 bla. Vous avez tout ça à l'écran. C'était juste pour vous donner une idée qu'effectivement, c'est quand même... ça couvre plusieurs sujets, mais qui sont essentiels en lien avec les activités d'un groupe comme Confiance IA. Je n'irai pas dans un niveau de granularité tel qu'on va regarder tout ça. C'est vraiment des morceaux choisis en fonction de comment on peut éliminer le plus de friction possible, encore une fois, quand on va vous présenter ça. Alors, j'y vais avec les morceaux choisis. Dans l'ordre des articles, by the way, du contrat, c'est vraiment dans l'ordre des articles du contrat, c'est des morceaux choisis, chronologiques. Donc, l'article 1 va parler de la gouvernance. L'article 1 va établir les catégories de membres, tout ce qui est en lien avec l'Assemblée des partenaires, c'est quoi l'Assemblée des partenaires, c'est quoi les pouvoirs de l'Assemblée des partenaires, combien de fonds se réunissent par année, etc., etc. Il y a un droit de vote par partenaire industriel dans le cadre des activités du consortium. On a un comité directeur, on a une direction du consortium. Tout ça est élaboré dans le cadre du contrat. Et comme je disais, la gouvernance, elle est contractuelle. Le consortium n'est pas une société. Bon, j'avais mis en caractère gras souligné catégorie de membres. Si j'avais pu faire un click-through, ça vous aurait amené à la prochaine slide. Qui était simplement pour vous montrer c'est quoi les catégories de membres dans le consortium, pour au moins qu'on comprenne ce bout-là. On a une catégorie jeune pousse, dans laquelle je ne sais pas si vous vous qualifiez encore, parce que jeune pousse, on l'a défini comme une entreprise ayant reçu moins de 500 000 $ de financement dilutif et non dilutif. C'est les deux. Alors, prêt, peu importe, financement, etc., etc., peu importe. Petite entreprise comptant 50 employés et moins. Avec une place d'affaires située au Québec. Vous allez voir, pour participer dans des projets, il faut avoir une place d'affaires au Québec. Moyenne entreprise, laquelle regroupe des entreprises à but lucratif avec place d'affaires au Québec, comptant de 51 à 250 employés. La grande entreprise, 250 employés québécois et plus. Les institutions de recherche éducative, tout ce qui est centre de recherche, tout ce qui est université, tout ce qui est CCTT, entre autres, ont le droit d'être membres du consortium. On verra en anglais, le What's in it for them, un peu plus tard. Je vous dirais une des distinctions peut-être entre Confiance IA et d'autres consortiums de recherche, c'est que les institutions de recherche et d'éducation, oui, sont membres, oui, retirent des bénéfices des activités du consortium, mais ne sont jamais signataires des ententes de projet. On va regarder les ententes de projet bientôt. Les signataires des ententes de projet, ce sont les membres industriels, uniquement. Je vais y revenir là-dessus, mais je vais juste finir ma parenthèse. Les institutions de recherche et éducation ont le droit d'être sous-traitants, par contre, dans les projets, mais ça, c'est vraiment une relation bilatérale entre l'entreprise qui est signataire de l'entente de projet et l'université, par exemple, avec laquelle elle va collaborer. Mais encore une fois, par contre, en lien avec le rôle de partenaire au sein du consortium, les institutions de recherche et les universités, entre autres incluant les CCTT, vont avoir des bénéfices du consortium. On va les regarder tantôt. Et autres organisations que vous avez à l'écran dans lesquelles je ne rentrerai pas. Il y a 4 lignes d'autres organisations. Bon, si je continue dans l'ordre des ententes, des articles de l'entente de participation, après on va parler de confidentialité, essentiellement pour dire que l'entente parapluie va venir couvrir, chapeauter tout ce qui est en lien avec les activités du consortium à l'extérieur des ententes de projet. On va le voir tantôt, les ententes de projet ont leur propre disposition de confidentialité, mais c'est notre entente parapluie qui vient gouverner l'ensemble des activités du consortium.
Reddition de compte, j'en ai parlé tantôt. À l'article 3, on doit supporter le crime, confiance IA au sein du crime dans sa reddition de compte au gouvernement, ce qui fait évidemment beaucoup de sens. Les engagements des partenaires industriels à l'article 4. Puis essentiellement, ce que vous voyez à l'écran est un copier-coller de ce qu'on retrouve dans l'entente, un des paragraphes de l'article 4. C'est une contribution active à des projets d'innovation pour améliorer et bonifier ces applications et cas d'usage pour développer de nouveaux outils de confiance. Voilà. Donc, on demande une contribution active. À quoi ressemble cette contribution active? On retrouve les différents engagements et contributions des membres en annexe E de notre entente de participation. Et ça va varier de 125 000 $ par année en nature, pas en cash. Il y a des obligations cash, mais qui sont beaucoup moindres que ça, que je vais vous laisser découvrir avec l'équipe. Mais donc, ça va aller de 125 000 $ par année en nature pour une jeune pousse jusqu'à 375 000 $ par année en nature pour les grandes entreprises. C'est la fourchette. Dans les engagements des partenaires industriels, on va également retrouver l'obligation de développer des outils par le biais d'une entente de projet pré-compétitif entre partenaires. On a un modèle d'entente, fait que vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue. En fait, ce qu'on demande à l'article 4.1, comme vous voyez à l'écran, c'est de respecter le modèle d'entente de manière significative. On va accepter de moduler l'entente en fonction des besoins des parties. On a déjà des discussions avec certains membres, notamment sur la portée des dispositions sur l'indemnisation, par exemple, ou des limitations de responsabilité. Fait qu'il peut y avoir des modulations sur certains trucs. La seule chose qu'on va exiger, par contre, c'est que la définition de PIAP postérieure, PIAP, c'est un acronyme qui est défini dans le contrat de projet pour propriété intellectuelle à partager. Et on va tout regarder ça dans quelques minutes, mais et je vais vous expliquer également dans quelques minutes pourquoi c'est important de bien garder ce terme défini, PIAP postérieur, parce qu'il est au cœur des activités du consortium. Et on va donner à l'article 4.2 une permission, on va demander aux membres de préparer un résumé non confidentiel d'un projet dont le consortium peut se servir à des fins de diffusion publique, expliquer les activités du consortium. Et on va demander aux membres également de donner accès au logo de la société pour les mêmes fins. Diffusion dans le cadre des activités du consortium. Vous allez tout retrouver ça à l'article 4.2. Après, on a tout un chapitre et des annexes sur l'accès à la propriété intellectuelle générée au sein des activités du consortium. Et pour mettre la table sur tout ça, on va faire un petit détour par l'entente de projets pré-compétitifs. Et après, on va revenir à ce qu'on retrouve dans l'entente de participation sur la propriété intellectuelle. Mais c'est important de comprendre comment elle est gérée pour après ça, bien comprendre ce qui se passe après au sein du consortium. Alors, j'ouvre une parenthèse, entente de projet pré-compétitif, laquelle va durer un petit bout de temps. Ça va être une grande parenthèse. Et après, on va revenir. Ça devrait bien aller, j'espère. Bon, je fais la même chose, là, essentiellement, juste vous expliquer que dans l'entente de projet pré-compétitif dont vous allez retrouver une copie en annexe de l'entente de participation, on couvre plusieurs sujets. L'article 1 va être les définitions, après ça, nature et objet de l'entente, description du projet. Vous voyez tout à l'écran, là, je ne relirai pas tout ça. Et ça va jusqu'à... Il y a évidemment plein de trucs de couverts. C'est la vie. On demande à des avocats de préparer des contrats. Il y a une bonne raison pour laquelle on demande à des avocats et des avocates de préparer des projets de contrat, mais il faut que ce soit exhaustif. C'est la vie. Et encore une fois, morceau choisi ce midi sur ce qu'on va regarder ensemble. Tel que je le mentionnais tantôt, l'entente est uniquement signée par les partenaires industriels. C'est tout. On a un engagement des parties de réaliser le projet tel qu'il est détaillé dans la proposition de projet soumise et acceptée par le MEIE. Ça, c'est à l'article 3.
Puis je pense très tôt dans le processus, tout le monde travaille là-dessus. Là, qu'est-ce qu'on va soumettre au MEIA? Nous, on n'est pas impliqués là-dedans, mais bon, tout ça se retrouve comme annexe au contrat de projet. On a un article 4 qui vient accepter les sous-traitants et les consultants, incluant les sociétés affiliées des membres. Juste à garder en tête, c'est permis. L'article est très dense et touffu. On doit s'assurer que les sous-traitants vont respecter la confidentialité, les dispositions sur la propriété intellectuelle, etc., etc. Il faut que l'API remonte quand même aux membres signataires pour respecter les licences qui vont être données, tout ça. Mais c'est permis. Et c'est là, entre autres, où les partenaires, les membres, puis là, dans la présentation, by the way, il est très possible que j'utilise les deux indistinctement. Là, on a des partenaires dans le contrat, mais moi, j'ai toujours un membre d'un consortium dans la tête. Là. Partenaire et membre pour les fins de la présentation, c'est la même chose. Donc, nos membres institutionnels, comme une université par exemple, peuvent agir comme sous-traitants en vertu de l'article 4 du contrat de projet et ça va être une relation bilatérale, comme je le mentionnais tantôt, entre le sous-traitant et la société avec laquelle elle va travailler. On a des engagements de confidentialité propres au projet, un peu différents. Donc, on sort du régime de l'entente parapluie. On a quelque chose qui est propre au projet, uniquement signé, évidemment, par les sociétés qui sont parties à l'entente de projet. Bon. Propriété intellectuelle. C'est là où ça devient plus intéressant. On s'est inspiré quand même un peu, peut-être des membres qui sont familiers avec les régimes de standardisation de technologie. En standardisation, on va beaucoup demander de documenter l'API applicable à un projet de standardisation technologique. Fait que c'est un peu ce qu'on demande de faire ici. On a une annexe D où on va demander une description de la propriété intellectuelle antérieure, donc ce qui existe avant ou à l'extérieur du projet, mais qui est applicable au projet, avec des sous-catégories pour les logiciels, les données. Vous allez voir un jour, vous allez voir l'annexe D. Mais c'est essentiellement ça qu'on demande. Et on demande, et ça, c'est probablement le nerf de la guerre, là, on va demander de faire une distinction entre la propriété intellectuelle cœur, core IP en anglais, et la propriété intellectuelle à partager, la fameuse PIAP qu'on a regardée tantôt. Là, je vais prendre une pause juste pour vous dire qu'on est un consortium de recherche pré-compétitive dont l'objectif et de mettre à la disposition des membres des outils de confiance. Et tout ça tombe dans la catégorie pays à partager. Donc, c'est important pour le consortium qu'il y ait de la pays à partager. Puis je pense que tout le monde le comprend. Mais donc, ça devrait être la règle plus que l'exception. Par contre, on veut des fois avoir un régime différent qu'on va regarder pour le core IP, la propriété intellectuelle cœur. Puis je pense entre autres notamment à nos startups qui ont leur technologie, ben souvent c'est une technologie, puis c'est littéralement le cœur de l'entreprise. Alors de se mettre à donner des droits à gauche, à droite à un paquet de monde sur ton cœur technologique, ben, un des impacts de ça peut être une grande difficulté à lever des fonds de type capitaux de risque, etc., etc., etc. Fait que donc, on a prévu un régime différent. Si on s'entend sur un projet dans lequel on s'entend de prendre une partie de la propriété intellectuelle et de la nommer pays cœur, ben on verra, il y a vraiment un régime distinct pour ça. On va le regarder dans quelques minutes. Puis je voulais vous montrer un peu comment ça se joue dans l'entente projet. Puis vous allez voir, ça se joue vraiment au niveau de la désignation de l'un par rapport à l'autre. Parce que la pays cœur, c'est tout pays qui est désigné comme étant pays cœur antérieur au début du projet, mettons. Là, au début du projet, j'amène mon core IP, donc je le désigne comme pays cœur antérieur dans l'annexe D. Et voilà, essentiellement, là, c'est pas mal ça pour les fins de discussion. Puis l'API à partager, ça va être l'API qui n'est pas de l'API cœur. Fait qu'un est vraiment défini par rapport à l'autre, par opposition à l'autre. Fait que c'est vraiment important, si on veut désigner de l'API cœur, de le faire. Parce que sinon, juste par les règles du contrat, ça va être de l'API à partager. Puis
Puis on a fait ça comme ça, entre autres, pour que rien tombe entre les craques du plancher. On voulait pas créer deux univers distincts, puis à un moment donné, on réalise qu'il y a des choses qui tombent entre les deux. Et j'ai souligné la fin qui représente bien ce que le consortium souhaite. Là. La PIAP représente la propriété intellectuelle qui concerne les livrables rendus disponibles aux partenaires industriels du consortium à des fins du projet, selon les modalités de la présente entente et de l'entente de participation. Et on verra, je reviens là-dessus, les partenaires académiques vont aussi avoir accès à la PIAP. All right. Et on va demander aussi de mettre à jour une annexe. Donc, on avait l'annexe D qui décrit l'API antérieure. Vous avez aussi une obligation de compléter l'annexe E au fur et à mesure qu'on développe de la propriété intellectuelle. On veut que ça soit documenté. Puis, j'ai juste mis un extrait de l'annexe E pour que vous puissiez regarder. Là. C'est une partie de l'annexe E. Ça va vous donner des idées un peu sur comment on veut faire ça. Là. Fait qu'on va désigner c'est quoi l'API cœur postérieure qu'on développe, c'est quoi l'API à partager postérieure qu'on développe. On demande que ce soit documenté. Puis, je vais juste revenir 2 secondes. Vous avez amélioration ici. Ça apparaît dans l'annexe E. Puis vous avez amélioration ici. Fait que j'ai mis la définition d'amélioration parce que comme les améliorations à l'API cœur font même partie du terme défini, je voulais qu'on comprenne qu'est-ce qu'on veut dire par amélioration. Puis une amélioration au sens du contrat, c'est vraiment l'API qui est développée dans le cadre des activités du consortium, mais qui n'est pas indépendante de l'API antérieure. Fait que pensez, je sais pas moi, des ajouts à du code existant, par exemple, une invention qui est dépendante d'un brevet existant, par exemple. On ne peut pas pratiquer une nouvelle invention sans une licence sur le premier brevet. L'exemple que je donne toujours, c'est moi j'invente la porte, mais toi t'inventes la poignée, mais je suis désolé, tu peux pas vendre des portes avec des poignées. Il faut que tu t'entendes avec moi, ton invention est dépendante de la mienne. Bravo pour avoir inventé la poignée, mais bravo pour avoir inventé la porte. OK. C'est dur de faire des blagues quand t'es quasiment juste en ligne, mais c'est pas grave, on essaye. Bon. Après ça, si je reviens au régime de propriété intellectuelle de l'entente, qu'on soit en pays cœur ou pays à partager, ça n'a aucune importance. Là. Si on amène de l'API à la table pour les fins du projet, ben on se donne chacun les licences nécessaires pour effectuer nos travaux dans le cadre des activités liées au projet. Pas plus compliqué que ça. On se garantit, personne ne va se lancer des rushs parce qu'on travaille sur de l'API de l'autre qui a été amené dans le projet. On a les licences nécessaires pour faire ça. On a des dispositions particulières sur l'API cœur. Puis ça, c'est important de comprendre. Là, si on veut désigner quelque chose comme du Core IP, toute amélioration développée dans le cadre des activités du projet, peu importe par qui. On a 5 partenaires au projet. C'est m'API Core. Les 4 autres développent des améliorations. Tout ça, ça m'est cédé. C'est à moi. Alors, si je reviens encore à ma perspective un peu plus start-up, s'il faut démontrer à un investisseur qu'on a protégé notre Core IP, c'est le régime applicable. Fait que tu dis oui, j'ai désigné Core IP, puis les améliorations faites par les autres sont à moi, fait que mon Core est toujours protégé dans le cadre des activités du consortium. C'est l'objectif. Après ça, j'ai oublié de faire mon caveat au début. Là. Ceci est une présentation, ce n'est pas une opinion juridique. Consultez vos propres avocats, avocates. Mais enfin, c'était l'objectif en le rédigeant comme ça. Bon, l'API à partager, comme il n'y a pas un régime d'exception, le régime d'exception était très simple à faire. Excusez-moi, je vais revenir. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est bien écrit à l'article 8.3.2, là, tu as une liberté complète de faire ce que tu veux avec l'API cœur. Fait que c'est vraiment le régime d'exception. C'est vraiment le régime d'exception parce qu'encore une fois, c'est pas ça qu'on veut autant que faire se peut dans le consortium. On veut de l'API à partager parce qu'on veut la rendre disponible à nos membres. Alors, l'API à partager, comme c'est pas un régime d'exception, ben ça va être un petit peu plus, il va y avoir un peu plus de règles.
Alors, la première règle, l'article 8.4.1.1, si moi je travaille, alors, toi, tu mets de l'API dans le cadre du projet, on travaille les trois ensemble sur l'API antérieure, on développe de la nouvelle propriété intellectuelle, les trois ensemble, ben, le contrat prévoit que l'attribution de la propriété de la nouvelle API se fait en fonction de notre contribution créative ou inventive à chacun. Fait que si j'ai des inventeurs chez nous, chez vous, ben, on va être trois propriétaires de l'invention et donc du brevet. Qui dit ça, par contre, dit ben il faut qu'on trouve une manière de s'entendre. Si on est trois propriétaires, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, on a un article 8.4.2 où on dit ben entendez-vous. Puis un autre article qui vient dire qu'on a le droit de nommer quelqu'un pour s'en occuper. Fait que si nous deux, ça nous tente pas, on va te nommer toi et on va te dire on te mandate de t'en occuper. Fait que, mais sinon, on va décider ensemble qu'est-ce qu'on brevette, dans quel pays, comment, qui a le droit de commercialiser, etc., etc., sujet à ce qu'on a le droit de faire dans le consortium qu'on va regarder tout de suite. On a également prévu la situation, ça c'est 8.4.3.1, le dernier bullet. Qu'est-ce qui arrive si... Alors, je reprends mon exemple. Tu amènes ta API antérieure à partager, qu'on a identifié comme étant partagé. On travaille les trois dessus. Et là, le résultat, nous, on est intéressés, on veut aller faire quelque chose, on veut commercialiser. Puis vous allez voir, on a le droit de faire ça sujet à certains trucs. Là, on va regarder quoi, mais enfin, si ça arrive, puis qu'on le fait conformément aux règles énoncées dans le contrat, ben toi, tu nous donnes une licence sur l'API antérieure qui va me permettre d'exploiter l'API postérieure. Fait que si l'API à partager antérieure mise à la disposition est nécessaire pour exploiter l'API à partager postérieure, on se donne les licences nécessaires pour faire ça. C'est bon? C'est bon. Puis on se donne des licences après ça, tous ceux qui détiennent des droits. Puis là, je parle vraiment les partenaires du projet, les parties à l'entente de projet. Chaque partie à l'entente de projet qui détient des droits sur la PIAP postérieure, donc celle qui a été développée dans le cadre des activités du projet, octroie aux autres parties une licence perpétuelle, irrévocable, mondiale, etc., pour utilisation interne. Si c'était encore une fois un hyperlien, je vous amènerai à la définition d'utilisation interne, parce que vous pourriez vous demander, avec raison, mais Jean-Nicolas, c'est quoi l'utilisation interne? Tadam! Voilà! Il y a 4 types d'utilisation interne. On va en regarder 3, parce qu'il y en a 3 dans l'entente de projet, mais on va regarder la 4e tantôt, dans l'entente de participation. C'est modulé en fonction, dans le fond, de quel genre de société on est. Est-ce qu'on développe des produits et des solutions qui ne consistent pas en une IA de confiance? Je ne sais pas, moi, je fais des avions. Mais dans mes avions, accessoirement, il y a de l'intelligence artificielle. Est-ce que j'offre des services pour le développement de produits et de solutions d'IA? Je suis une shop de services informatiques qui offre des services de création de solutions d'IA. Ou je développe des produits IA. Monsieur. C'est vrai, il développe des produits d'IA, il me l'a dit au début. Alors, en fonction de qui tu es, ton utilisation interne va être modulée de la façon dont vous le voyez à l'écran. C'est ça, utilisation interne. C'est ça les licences qui sont données dans le cadre des activités du projet. Après ça, on va se donner des droits de publier les résultats du projet. Je ne suis pas rentré dans les détails et on doit respecter la confidentialité, on doit respecter les limitations usuelles que j'ai mis entre guillemets. C'est quoi les limitations usuelles? Si je veux publier et qu'on est partenaire, je dois te présenter le projet de publication. Tu as le droit de faire plusieurs choses.
demander que soit retirée ton information confidentielle si par inadvertance j'ai mis ton information confidentielle dans mon projet de publication. On a le droit de peser sur pause sur le projet de publication pour déposer une demande de brevet en lien avec des trucs brevetables. Fait que, tu sais, c'est tout relativement standard pour ceux qui jouent là-dedans, là. Vous regarderez ça, article 9, mais je pense que c'est bien fait. On a un article sur les demandes des paiements, les calendriers de paiement, etc., etc., etc. Évidemment, un article sur la durée. Chaque partie a le droit de se retirer du projet avec un préavis de mémoire de 90 jours. Et les autres parties ont le droit de mettre fin à la participation de quelqu'un s'il est en bris de contrat. Violation de ses obligations, représentation garantie, tout ça. Je suis quand même rendu à 26 slides. J'avance. Sauf disposition contraire à la présente. Ça, honnêtement, je l'ai tout mis. Là, donnez-moi juste 2 secondes, je vais juste regarder. Non. Excusez-moi. Je veux juste dire une chose, je ne l'ai pas mis parce que je débattais dans ma tête, est-ce que ça va de soi, est-ce que ça va pas de soi. Mais tu as des articles qui viennent dire, si jamais vous voulez, comme, si tu es titulaire de la PI Cœur, tu peux faire ce que tu veux, c'est clair. PIAP à partager, tu as des articles qui viennent dire, tu peux faire ce que tu veux comme propriétaire, si tu es propriétaire, dans la limite, évidemment, des droits que tu as octroyés au sein du consortium. Tu dois respecter. T'sais, on se donne des licences. Vous avez vu tantôt, on se donne des licences sur l'API pour utilisation interne et tout ça. Tu ne peux pas vendre l'API à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas donner des licences qui vont venir contrevenir aux obligations que tu as et aux licences que tu as déjà données. Il faut juste faire attention. Là, en anglais, là, je vous dirais tout ce que vous allez faire par après, subject to existing encumbrances, là, qui sont les droits que tu as donnés à d'autres. Dans ma tête, ça va avoir un peu de soi parce que tu as donné les licences, puis on ne peut pas y mettre fin. Fait que si on veut vendre, disposer, donner d'autres licences, c'est toujours dans le respect de ce qu'on a fait dans le cadre des activités du consortium. Et on va venir aussi limiter ce qu'on a le droit de faire avec le contrat. Si tu vends ton entreprise, par exemple, je sais pas, moi, tu es dans un projet puis tu vends ton entreprise dans 18 mois. À un moment donné, tu vas te dire « Ah ouais, c'est vrai, je suis dans le projet Confiancia. Qu'est-ce que je peux faire avec le contrat dans le cadre de la vente de mon entreprise? » Ben, tu vas aller lire l'article 12. Puis essentiellement, la règle, c'est qu'aucune partie peut céder sans le consentement des autres parties. Tu n'as pas le droit. Toutefois, chaque partie peut céder ou transférer la présente entente à l'une de ses sociétés affiliées, à condition qu'elle soit elle-même éligible à recevoir des subventions du gouvernement du Québec et dûment enregistrée au registre des entreprises et existante à la date de signature. Fait qu'on a mis quand même quelques tests qu'on doit respecter, rencontrer. Ou dans le cadre de la vente de la totalité ou d'une portion matérielle de ses actifs. Et puis là, bon, c'est compliqué, c'est le langage d'avocat, hein? Fait que, règle, exception, exception à l'exception. Nonobstant ce qui précède, donc ça a la préséance sur tout. Le consentement écrit des parties, qui ne doit pas être refusé de manière déraisonnable, sera requis au cas où une partie souhaiterait céder la présente entente dans le cadre de la vente de son entreprise à quelqu'un qui a directement ou indirectement une activité industrielle. Juste à garder en tête. Si vous me demandez aujourd'hui pourquoi c'est là, je ne me rappelle plus. C'est là, ça existe, faut le respecter. Et toujours en gardant en tête, par contre, que ça, c'est le modèle de contrat qui est en annexe. Vous avez le droit de le moduler. On doit le respecter de manière significative. Jean-Nicolas, ça veut dire quoi significatif? Regardez le dictionnaire, ce n'est pas un terme défini dans le contrat. Mais vous avez le droit de moduler des trucs comme ça. Avec moi, je fais juste attirer votre attention là-dessus. All right. Bon. Ça fait le tour de ce que les parties entre eux et elles, dans une entente de projet, peuvent faire, les licences qu'elles se donnent et tout ça. On a décidé à un moment donné, on a fait le choix éditorial de gérer
comment l'API retourne au consortium et à ses membres, on a pris la décision de le gérer dans l'entente de participation. Fait que dans l'entente de participation, si je reviens donc à l'accès à la propriété intellectuelle qui est développée dans le cadre des activités du consortium, ce qu'on va dire à l'article 5.1, puis je l'ai tout mis à l'écran parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Là, je vais vous faire lire un petit peu, là, c'est la vie. It is what it is, comme on dirait en anglais. Mais ça commence par une licence qui est octroyée aux fiduciaires, qu'on va aller regarder. J'ai aussi reproduit l'annexe G. Mais essentiellement, là, je vais vous vendre le punch. Là. La PIAP à partager qui est développée dans un projet, il y a une licence qui est donnée. Tous ceux qui développent la PIAP à partager donnent une licence aux fiduciaires qui est Confiancia, qui est le crime, qui, elle, après ça, a le droit de donner des licences aux membres, aux autres membres qui ne sont pas dans les projets. C'est vraiment comme ça qu'on l'a joué. Maintenant, vous pouvez arrêter de lire puis arrêter de le regarder. Peut-être même de m'écouter. Mais essentiellement, la licence est donnée, les parties doivent divulguer aux fiduciaires la création et le développement de l'API à partager. Et je ne sais pas pourquoi on dirait que mon font devient plus gros après, mais c'est pas grave. Ils remettent un rapport décrivant l'ensemble de la propriété intellectuelle à transférer, puis transmettre l'API, parce qu'après ça, il faut que le fiduciaire la rende disponible, right? Fait que transférer l'API d'une manière et selon les requis techniques de reproductivité définis par le crime, etc., etc. Fait que c'est comme ça, dans le fond, qu'on va créer une espèce de pool de propriété intellectuelle à partager que le crime va rendre disponible à l'ensemble des membres, etc. etc. Effectivement. Qu'est-ce que dit l'annexe G? Encore une fois, je l'ai toute mise, désolé, là, mais je voulais que les gens puissent vraiment comprendre un peu comment ça fonctionne. J'ai mis en caractère gras là, ce qui est le plus intéressant, je pense, pour les membres. Donc, tout partenaire propriétaire de PIAP postérieur, c'est pour ça qu'on disait tantôt qu'on demande aux gens qui signent des contrats de projet de respecter le terme défini PIAP postérieur. Le reste, on peut le moduler, mais pas ça, parce que ça revient dans le consortium. Fait que ça, il faut que ça reste toujours le même terme. Et là, on donne aux partenaires en règle, il faut être un partenaire en règle, un accès donc à tous les autres partenaires pour des fins d'utilisation interne encore. Et je vous disais tantôt, utilisation interne, tu as 3 définitions dans le fond, dans les contrats de projet, tout en lien avec tes partenaires industriels. Ce qu'on est venu dire ici, c'est hey, pour un partenaire institutionnel, une université, un centre de recherche, etc., etc., c'est l'utilisation ou autre exploitation interne à des fins d'études, de formation, d'enseignement ou de recherche. Fait que donc, si on est un centre de recherche ou une université puis qu'on se demande, oui, mais what's in it for me? Ben, c'est ça. Comme membre, ça revient dans le consortium et le fiduciaire rend la PIAP à partager disponible pour fin d'utilisation interne à tout le membership, qu'il soit industriel ou académique ou de recherche. Ça va être assez pour ça. OK. Autre point important, par contre, on a eu des commentaires. Il peut y avoir parfois, tu sais, je vous disais tantôt, pays cœur, core IP, si les parties conviennent entre eux, que c'est du core IP, régime particulier, ça sort pas mal, ça sort complètement de ce qui va être remis à la disposition des membres du consortium. Mais même dans l'API à partager, à un moment donné, il pourrait y avoir des trucs un peu plus sensibles où on ne veut pas nécessairement qu'un outil remonte à un concurrent, peu importe. Fait qu'on a prévu un régime à l'article 5.1 là-dessus, où on peut faire une demande écrite au comité directeur pour moduler les licences qui vont être données en annexe G.
Alors, on a le droit, donc que les gens comprennent, là, on a le droit à un moment donné de dire, hey, moi, je l'aime, ce projet-là, il m'intéresse, mais j'ai des craintes au niveau du partage de l'API qui va être développé dans le cadre du projet. Il y a une façon de gérer ça dans le contrat. Puis oui, ça doit remonter au comité directeur, c'est la vie. Je pense que j'ai jamais fait 31 slides en bas de 45 minutes. Puis c'est clair, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires. C'est fou. Euh, OK. L'article 5.2, je l'ai mis juste pour comprendre. Si jamais on est un membre du consortium, ben la licence, je l'ai quand? Je l'ai combien de temps? Puis qu'est-ce qui arrive si les robinets se ferment puis que le consortium n'a plus d'argent puis met fin à ses activités? Ou met fin à ses activités pour toute autre raison puis que tout le monde est d'accord. Puis... Bon. Fait que ce qu'on vient dire, dans le fond, c'est que tout membre en règle, peu importe quand il rentre, là, ce qu'on dit au début, c'est que les frais annuels sont vraiment modulés pour tenir compte du fait qu'un partenaire qui se joint tardivement a accès au même pool que ceux qui étaient là au début. En théorie, il devrait payer peut-être un petit peu plus. Et que seul un partenaire en règle a accès à la propriété intellectuelle. Fait qu'il faut être un partenaire en règle pour maintenir ses licences. Et si jamais le consortium disparaît un jour, les licences deviennent perpétuelles. Tout le monde reconnaît ça. Il n'y a pas de fin aux licences. On peut continuer de se servir des outils pour toujours. L'article 6.3, similaire un peu à ce qu'on a vu dans l'entente de projet. Il y a des... t'as une règle qui dit qu'aucun partenaire peut céder ou transférer l'entente. Là, on revient là, dans, mettons encore une fois, un contexte, par exemple, de vente d'entreprise, où on vend tous les actifs de l'entreprise. Ce contrat-là fait partie des actifs de l'entreprise. J'ai-tu le droit de céder le contrat? On retourne à l'article 6.3. La règle, non. Les exceptions, très similaires à ce qu'on a vu tantôt sur les ententes de projet. On a le droit à une société affiliée, telle que définie dans le modèle d'entente, qui est l'entente de projet, dans le cadre également de la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs, mais à une entité qui rencontre l'un ou l'autre des définitions de partenaire industriel. En tout cas, ça ressemble juste regarder un peu la distinction entre les deux, puis agissez en conséquence, s'il vous plaît. Et vous avez vu tantôt, là, je vous ai mis, là, il y a peut-être, je ne sais pas combien de chapitres là, dans ces deux contrats-là. Fait que je ne suis pas rentré dans les détails des représentations et garanties, des clauses d'indemnité, des limites de responsabilité, des plafonds de responsabilité, des clauses sur les données personnelles, des clauses anticorruption, des clauses sur les marchandises contrôlées. Les contrats mentionnent tout ça. Juste prenez-en connaissance. Là, ça dépassait un peu le cadre, du moins de ce que moi je voulais atteindre comme objectif aujourd'hui. Peut-être qu'après, je vais avoir une rétroaction des gens de confiance IA qui vont me dire, mais Jean-Nicolas, la prochaine fois qu'on fait ça, on drille dans tout ça, puis on va parler d'anticorruption. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Et écoutez, il n'y a pas vraiment eu de questions pendant. S'il y en a, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Merci beaucoup, Jean-Nicole. Bien, merci. Merci. Comment est-ce qu'on peut déterminer le cœur? Puis c'est entre les deux partenaires, Exact. justement? Oui. C'est ça? Oui. Mais l'esprit ici, c'est de partager peut-être la compétence ou les technologies avec les autres membres de le consortium pour confiance. Donc, Est-ce qu'il y a des guidelines? Est-ce qu'il y a des suggestions pour ça? Parce que il y a beaucoup de composants dans une technologie ou en capacité. Et si c'est dans le côté de confiance, peut-être s'il y a des définitions, je ne suis pas sûr. Oui, c'est-à-dire, par exemple, nous sommes deux dans notre
c'est Axia et PlumFind. Donc, il y a un aspect bien stratégique pour la définition de le cœur, c'est clair. Mais pour le reste, pour les autres membres de le consortium, si on peut partager peut-être quelques capacités technologiques données dans le côté confiance. S'il y a une définition de ça, peut-être ça va nous aider à déterminer c'est quoi cœur et c'est quoi à partager. Ouais, c'est une très bonne question. On l'a évidemment pas fait comme vous avez pu voir. On s'en est beaucoup remis aux partenaires pour définir c'est quoi leur pays cœur, puis c'est quoi l'API à partager. Puis, fait que c'est dur à donner des guidelines. Moi, je suggérerais, peut-être, si. Puis, quand je pense à ça, puis je suis vraiment pollué par le fait que 90% de mon travail, c'est de travailler avec des startups. Là, fait que je m'excuse. Désolé pour les plus grandes entreprises, mais je vais y aller plus avec ce que je connais bien. Tu pourrais arriver dans un projet puis dire, regarde, le projet, il est un. On veut développer des méthodologies, on veut développer quelque chose, tout le monde ensemble, qui n'est pas core à mon entreprise. Moi, je suis correct, je vais écrire, tu sais, on va développer, l'outil qu'on va développer, ça va être de l'API à partager. Mais on pourrait vouloir dire, par contre, mais pour développer l'outil à partager, ben moi, il va falloir que je parle de mon core IP. Ça se peut même que je doive donner accès à mon core IP, puis je vais l'écrire. Ça, c'est mon core IP. Votre logiciel, mettons, tel qu'il existe aujourd'hui. Puis, entre autres, parce que c'est pas impossible que dans le cadre du projet, si on fait ça, mettons, on dit, moi, pour développer ici, je dois vous donner accès à ça. L'API à partager va être standalone. C'est une nouvelle méthodologie, c'est un nouvel outil, peu importe. Mais il va falloir que je vous montre ça. Si tu me montres ça, puis moi, je te donne du feedback, juste du feedback. Je dis, t'as fait ça, mais pourquoi tu l'as fait de même? Si tu l'avais fait de telle autre manière, tu atteindrais le même résultat plus rapidement. Ça roulerait plus vite, ça coûterait moins cher. Peu importe. Si toi, tu intègres ça après ça dans ton développement de ton core IP, ben moi, je pourrais du feedback, c'est une contribution, ça peut. Non. Du feedback, ça peut être une contribution inventive. Fait que moi, je me suis trouvé dans des situations réelles où mes clients voulaient déposer une demande de brevet. Puis l'agent de brevet a dit, OK, mais cette revendication-là, le claim dans la demande de brevet, c'est qui les inventeurs? Puis il me dit, ah, c'est vrai, telle personne m'a donné du feedback. C'est grâce à lui qu'on est ici. Puis l'agent de brevet a dit, OK, ben il est co-inventeur. Et là, il dit, OK, est où la cession de propriété intellectuelle? Ben il n'y en a pas. Parce que ça n'avait pas été prévu dans le cadre de cette relation-là. Puis pour être encore plus précis, c'était un board member. Le CTO de mon client avait présenté à son board, puis un des board members a levé la main, puis il a dit au CTO, mais tu l'as fait de même, pourquoi t'as-tu pensé le faire de même? Et pour un paquet de raisons, les board members ne signaient pas de cession de propriété intellectuelle, fait qu'on est allé le voir, il a dit non. Il a dit non, moi je signe pas ça, je veux de l'argent. Fait que, pour ceux qui m'écoutent à la maison, à ne pas faire. Mais donc, tu sais, fait que juste garder en tête que dans un possiblement, puis c'est tellement des cas d'espèce, pour ça qu'on ne l'a pas prévu, c'est tous des cas d'espèce en fonction du projet, en fonction de qui amène quoi au projet. Mais garde en tête que si on veut développer quelque chose à partager et qu'on va, pour des bonnes raisons, donner accès à son core IP, même si on développe quelque chose standalone, ben, tu vas vouloir gérer ton core IP, entre autres pour les raisons que j'ai mentionnées. Puis si je sors un peu du côté légal et peut-être un peu plus haut niveau que ce que tu dis, Jean-Nicolas, également quand on commence les projets chez Confiancia, on a aussi Cyril, notre scientifique de données, ou d'autres scientifiques de données qui peuvent être présents, qui peuvent vous aider aussi également à identifier qu'est-ce qui est l'API cœur, qui est vraiment qu'il faut pas corréler en fait de l'API à partager. Et donc à ce niveau-là, Confiancia peut aussi vous aiguiller dans les guidelines de qu'est-ce qu'on peut inclure dans l'API à partager avec l'ensemble du consortium. Donc c'est aussi un accompagnement qu'on peut vous offrir.
Ben oui, très. Je savais même pas. Formidable. Ça va ressembler? Est-ce que vous avez L'accompagnement? Non, plus l'API à partager, ça va être où? Comment est-ce que vous y accéder? Juste pour donner une idée C'est de vrai. à quoi ça va ressembler au final. Marie-Pierre est partie, donc je ne vais pas dire n'importe quoi non plus. Mais c'est sûr qu'on est en train de travailler sur une entente, puis je pense que Jean-Nicolas aussi peut en parler. On est en train de travailler sur une entente qui va permettre de gérer toutes les modalités en lien avec notre plateforme en fait, de partage d'outils qui s'appelle Valorisation de propriété intellectuelle en intelligence artificielle, VP2IA. Puis tout ça, ça va être également régi par une entente. Mais ça, je ne sais pas si Jean-Nicolas, toi, tu veux rajouter quelque chose? Donc, ça va être dans une plateforme au final. Oui. Puis ça peut être des artefacts de projet comme du code, des algorithmes, des méthodologies, des choses comme ça. Oui, absolument. J'ai pas 2 secondes. Bon, j'avais mis ici. C'est un très bon point. Puis il y a comme un petit frère ou une petite sœur dans le contrat. À un moment donné, je vous l'ai dit, là, c'est des morceaux choisis un peu. Je fais des choix éditoriaux. Pensez entre autres, je savais pas moi que j'allais faire 30 et 33 slides ou je sais pas combien en dedans d'une heure. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais tu sais, t'as ça où on dit on doit transmettre l'API selon les moyens, le format et les requis techniques de reproductivité définis par le fiduciaire. Plus loin, tu as un autre paragraphe dans les obligations, dans l'annexe qui dit c'est quoi les obligations des partenaires. Tu as une annexe où on vient dire, entre autres, contribution en nature, on l'a regardé tantôt. Il y a un paragraphe qui dit hey, by the way, le fiduciaire va développer un outil informatique pour rendre la PIAP partagée et vous devez, l'engagement qui est pris dans l'entente de participation, c'est de supporter le crime, dans le fond, dans l'élaboration de cet outil-là. Fait qu'il va y avoir un outil qui va être mise à la disposition des membres pour aller accéder à la PIAP à partager. Tout ça va se faire technologiquement. Vous n'aurez pas besoin d'envoyer un courriel. Avez-vous le menu? Puis, fait que ça va se faire technologiquement selon des modalités à suivre parce que là, on est en train de piocher sur les terms of use et tout ça, évidemment. Voilà. Bonne question. Autre question, commentaire, suggestion. Sinon, bonne fin de journée, tout le monde. Merci.